Bonjour à tous, bonjour Véronique. Bonjour Laetitia, bonjour à tous. Alors, je me permets de vous dire bonne rentrée parce qu'en fait, je ne vous ai pas vu après la petite pause estivale de l'académie. Donc, je suis ravie de vous retrouver pour la suite de cette académie et ravie de t'avoir avec nous, Véronique, aujourd'hui, donc pour parler de bactériologie clinique, c'est ça? Donc, c'est Oui, la tout théorie, à c'est fait. le 13e webinaire de l'Académie et donc le 3e webinaire concernant la bactériologie. Donc, je ne vais pas forcément vous détailler l'Académie, maintenant vous commencez à nous connaître. Je pense qu'il y a des habitués qui nous rejoignent. N'hésitez pas, hein, d'ailleurs, dans le chat à nous dire si vous avez déjà suivi les premiers webinaires de l'Académie et notamment les webinaires de Bacterio. Donc, bon, le programme de l'Académie, vous l'avez ici. Vous pouvez flasher le QR code pour avoir la suite des webinaires jusqu'à la fin de l'année. Et écoute, Véronique, je te laisse donc faire ta présentation. Je reste disponible s'il y a besoin. Et puis voilà. Juste, si vous avez des questions, quand même, je préfère, ouais, j'ai oublié de vous dire ça, mais si vous avez des questions, vous avez toujours l'onglet questions en bas à droite du chat, là, enfin en bas à droite de l'écran. Donc, pour toute question, vous pouvez les poser dans cet onglet-là. Si vous avez des remarques ou quoi que ce soit, vous avez le chat. Ensuite, à la fin du webinaire, vous aurez quelques quiz qui s'afficheront sur l'écran. Donc, n'hésitez pas à y répondre. De toute façon, vous êtes obligé d'y répondre pour pouvoir supprimer la fenêtre qui va s'afficher. Et ensuite, je vous ai mis d'ores et déjà à disposition dans l'onglet Apps partage de fichiers la présentation donc, de ce jour en format PDF. Voilà pour ça. Mais écoutez, je vous souhaite un bon webinaire. Véronique, je te laisse la parole. Oui, très bien, merci Laetitia. Alors du coup, moi aujourd'hui, je vais poursuivre les questions de bactériologie, mais en étant un petit peu plus proche de la pratique et vous parler de toutes les notions qui sont nécessaires à connaître pour faire de l'antibiothérapie dans les meilleures conditions possibles. Je vous parlerai principalement de théorie et de recommandations internationales et nationales et pas de cas cliniques, puisque n'étant pas spécialiste en médecine interne, j'aurai le plaisir d'accueillir un confrère spécialiste en médecine interne lors du prochain webinaire pour avoir des cas beaucoup plus appliqués et pratiques. Là, je vais rester du coup sur la suite de ce qu'on a abordé les dernières fois, qui étaient les principes suivants: les conseils de prélèvement et transport pour la bactériologie, les principes de culture bactériologique en laboratoire de référence, les principaux mécanismes de résistance et comment les antibiogrammes sont réalisés et leurs règles d'interprétation. Et nous avons vu cela notamment dans le contexte des analyses d'urine que nous avons plus détaillées. Si vous n'avez pas ces présentations ou que vous souhaitez les regarder en replay, ne pas hésiter à demander à notre responsable de communication et aller sur notre site internet. Ces présentations sont toujours disponibles. Donc aujourd'hui, nous passerons en revue tous les facteurs qui permettent de mettre en place une antibiothérapie clinique efficace et qui limite les antibiorésistances. Donc on va tout d'abord se rappeler le contexte international et notamment les recommandations de l'OMS et les problématiques de souches multirésistantes. On les connaît, mais c'est toujours bien de revoir les textes de l'OMS et les réglementations internationales. Ensuite, nous irons plus dans le détail et on regardera les interactions entre la bactérie pathogène, l'antibiotique et l'hôte, avec des notions de PK, PD, pharmacocinétique, pharmacodynamique qui vont être un petit peu pénibles, mais qui sont nécessaires à bien connaître pour pouvoir bien appliquer les traitements antibiotiques et de la meilleure façon possible. Nous reverrons également les notions de CMI. Ensuite, nous verrons la distribution des antibiotiques et leur mode de fonctionnement avec les antibiotiques qui sont temps dépendants ou qui sont concentration dépendants. Et enfin, nous verrons les interactions entre les différents antibiotiques, dans un premier temps, avec les synergies et les antagonismes, et également la toxicité et les effets secondaires. Nous passerons ensuite à une partie un petit peu plus pratique, avec des conseils pratiques basés sur les recommandations internationales et les recommandations de la VAC pour les pathologies cutanées,
et les conseils pour les pathologies respiratoires. Donc, on va revoir le contexte international actuel. Sur la définition d'un traitement antibiotique efficace, maintenant, il est désormais défini vraiment de 2 façons. Un bon résultat clinique pour l'animal malade, mais aussi, et de façon importante, un risque minimal de développer des résistances bactériennes. Donc, le vétérinaire traitant doit s'assurer du bon contexte de prescription. Donc, mais bon, ça vous le savez déjà, mais c'est toujours important de s'assurer qu'en fait l'étiologie est bien bactérienne, qu'on n'a pas un processus néoplasique, une toxicité médicamenteuse ou une pathologie auto-immune qui peut causer une hyperthermie, une CRP augmentée. Et également, bien rappeler qu'une culture bactériologique est totalement insuffisante en général pour poser le diagnostic d'une infection bactérienne. Ça, c'est quelque chose qu'on rencontre tous les jours au laboratoire, où on me demande sur la base de l'identité de la bactérie isolée de dire si, oui ou non, c'est une infection bactérienne. Et en fait, la plupart du temps, en tant que biologiste, on ne peut pas le savoir, puisqu'une bactérie, la même bactérie peut être pathogène opportuniste et vraiment pathogène dans certains contextes, notamment quand on a prouvé au niveau cytologique qu'il y avait bien une implication bactérienne ou anapathe, mais elle peut aussi être un contaminant et être complètement non pertinente dans le cas clinique. Et c'est vrai que seule la culture bactériologique est en général assez peu intéressante. Donc, il est important de pouvoir associer la culture bactériologique avec la cytologie, l'histo, la PCR ou la sérologie pour s'assurer qu'on parle bien d'une infection bactérienne primaire ou d'une surinfection bactérienne significative. Le vétérinaire praticien doit de son côté s'assurer qu'il sélectionne et administre la molécule antibiotique adaptée par la voie correcte à une fréquence qui permet d'atteindre une concentration optimale dans le sang et dans les tissus concernés pendant l'entière durée du traitement. Et évidemment, là, vous avez un rôle tout à fait clé puisque vous êtes là pour faire comprendre aux propriétaires, et je sais que ce n'est pas toujours facile, l'importance d'un traitement antibiotique bien mené et à respecter une bonne observance. Également, vous le faites tous les jours dans votre pratique, vous êtes amené à juger de la capacité du propriétaire à mener l'antibiothérapie correctement et du coup à adapter le traitement en fonction aussi de la capacité du propriétaire à administrer le traitement correctement. Donc, dans le contexte international, eh bien, l'OMS a défini une liste d'antibiotiques critiques pour la santé humaine. Ces antibiotiques ne doivent jamais être utilisés en première ligne en médecine vétérinaire, sauf dans des circonstances tout à fait exceptionnelles. Ils ne doivent pas être administrés sans un antibiogramme réalisé dans un laboratoire accrédité, montrant une bonne sensibilité de la souche isolée. Et dans certains pays, mais ce n'est pas le cas de tous les pays, mais bon, en France, c'est bien le cas, l'usage de certains antibiotiques est complètement réservé à l'usage humain et totalement interdit en médecine vétérinaire. Par exemple la vancomycine ou la rifampicine, notamment pour la rifampicine en raison de son rôle primordial pour le traitement des souches multirésistantes de mycobactéries. Et en France, donc, tout cela est régi par le décret du 18 mars 2016. Au niveau de l'OMS, là, ce sont les textes de l'OMS. Donc, je vous rappelle les antibiotiques complètement interdits à l'usage vétérinaire. La rifampicine, les carbapénèmes, sachant que dans certains pays, notamment aux USA, ils utilisent encore le méropenem et l'imipenem, les céphalosporines de 3e, 4e et 5e génération, les glycopeptides comme la vancomycine, la piperacilline, la phosphomycine, certaines fluoroquinolones et l'isoniazide, donc qui est utilisée aussi contre les mycobactéries. Les réseaux d'épidémiosurveillance dans le monde entier montrent à l'heure actuelle une augmentation globale et une prolifération de bactéries présentant une multirésistance, donc ce sont des souches qu'on appelle MDR, ou des profils spécifiques de résistance. Qu'est-ce que ce profil MDR ? Eh bien, c'est une résistance antimicrobienne d'une souche bactérienne à au moins une molécule antibiotique dans 3 catégories ou plus d'antibiotiques différentes. Et évidemment, les résistances naturelles sont totalement exclus de ce profil MDR. C'est normal pour un pseudomonas d'avoir une résistance, par exemple, au bêta-lactamine, donc on ne l'inclut pas dans un profil multirésistant. Les menaces bactériennes à l'heure actuelle au niveau mondial, les plus fréquentes sont les staphylocoques dorés et les staphylocoques pseudo-intermedius résistants à la méticilline, les bacilles gram-négatifs présentant une bêta-lactamase à spectre étendu, les bacilles gram-négatifs multirésistants comme les entérobactères, les Escherichia coli, les acidétobactères et notamment les acidétobactères baumannii et les pseudomonas. Et ça, vous l'observez dans votre pratique quotidienne, c'est vraiment des antibiogrammes pas sympas du tout à recevoir.
Il y a aussi de plus en plus d'Enterococcus faecium multirésistants qui posent des infections urinaires récidivantes et vraiment très problématiques. Et évidemment, on a des souches de Mycobacterium tuberculosis multirésistantes qui sont un problème majeur pour la santé humaine. Évidemment, les traitements antibiotiques empiriques et répétitifs augmentent ces résistances bactériennes. Donc, on va voir les différents facteurs qui influencent le succès clinique d'une antibiothérapie dans un premier temps. Donc, d'abord, les notions de PK, PD et les CMI. Donc, qu'est-ce que la pharmacocinétique? Eh bien, c'est ce que l'hôte fait avec l'antibiotique. Donc, l'absorption, le métabolisme et la diffusion et l'élimination. La pharmacodynamique, c'est ce que l'antibiotique fait à la bactérie, l'effet bactéricide versus l'effet bactériostatique. Les antibiotiques, les activités temps dépendantes, les activités concentration dépendantes et les effets post-exposition à l'antibiotique. Évidemment, c'est un fin dialogue entre ces trois différents agents, la molécule antibiotique, l'hôte et la bactérie, qui vont faire le succès de l'antibiothérapie. Donc, nous allons aborder ça plus en détail. Je reviens aussi sur la notion de CMI, puisque pour comprendre les différents graphiques sur les activités des antibiotiques, eh bien, on fait un petit rappel sur la concentration minimale inhibitrice. Donc, c'est la concentration d'un antibiotique capable de stopper la croissance d'une souche bactérienne donnée in vitro. Alors, certains antibiogrammes précisent les CMI, certains ne les précisent pas, ça dépend du type d'antibiogramme pratiqué par votre laboratoire, et ça peut valoir le coup, quand vous avez vraiment besoin de la CMI, de demander au biologiste, au bactériologiste de votre laboratoire de vous fournir cette CMI ou savoir s'il est capable de vous la fournir quand vous en avez vraiment besoin. Donc, la CMI, mais je vous fais un bref rappel puisqu'on avait déjà vu ça dans la première présentation. Mais donc, du coup, pour la calculer, chaque tube dans un automate ou pas dans un automate, ça dépend du labo, est inoculé par une suspension de 10 puissance 4 à 10 puissance 5 bactéries. Il y a 24 heures d'incubation à 35-37 degrés. Et la plus haute dilution de l'antibiotique capable d'inhiber la croissance bactérienne est la CMI. Donc, c'est-à-dire qu'on ne voit plus de turbidité dans le tube. Donc ici, la CMI est au 3e tube en partant de la droite, donc à 2 microgrammes par ml. Et elle est elle est différente, ce n'est pas tout à fait la même concentration que la concentration capable de tuer les bactéries, qui est la concentration minimale bactéricide. Mais dans quasiment tous les articles que vous allez trouver et les documents de référence, on parle toujours de CMI. Donc, la CMI donne la sensibilité d'une souche bactérienne donnée à une molécule antibiotique donnée, en utilisant des seuils de concentration critique d'antibiotiques qui définissent 3 catégories que vous connaissez très bien, sensibles, intermédiaires et résistants. Et donc, dans la catégorie sensible, si la concentration minimale inhibitrice qui est donnée par le laboratoire est inférieure à la concentration minimale inhibitrice des normes, le petit c, vous avez une catégorie sensible. Et les normes donnent un équivalent en diamètre. En fait, la méthode de diffusion des disques ne donne pas une CMI précise, mais elle donne un équivalent. Donc, en fait, voilà, vous avez plusieurs types. On avait vu ça, les antibiogrammes en milieu liquide ou les antibiogrammes par diffusion en gélose. Et dans un cas, vous avez des concentrations qui vous sont données et dans l'autre cas, des diamètres. Donc, ces concentrations critiques, eh bien, pour bien comprendre comment ça marche et comment elles sont données pour une bactérie donnée et dans un contexte clinique donné. Donc, elles déterminent la sensibilité à des doses typiquement utilisées en pratique et pour des concentrations atteintes dans la circulation sanguine. Donc, attention, lors d'applications topiques, il faut savoir que la concentration atteinte de la molécule que vous allez appliquer peut atteindre 1000 fois la concentration sanguine. Et donc, du coup, on ne regarde plus du tout la même chose. Donc, là, on parle bien de concentration systémique avec les CMI. C'est pour ça, d'ailleurs, que dans certains cas, vous avez un antibiogramme qui va vous donner une sensibilité intermédiaire pour un antibiotique et que cet antibiotique va pourtant être toujours utilisable de façon topique, parce que de façon topique, vous allez atteindre des concentrations qui vont vraiment être maximales par rapport à ce que vous allez atteindre, ce que vous pouvez atteindre au niveau systémique. Donc, la détermination de ces concentrations critiques requiert la coopération de spécialistes de différents domaines, des microbiologistes bien sûr, mais aussi des pharmacologistes, des spécialistes des maladies infectieuses, mais également de nombreux experts en data processing et en analyse statistique. Et du coup, toutes ces personnes se mettent ensemble pour étudier les données de la littérature et toutes les dernières études. Et cette détermination des concentrations critiques tient finalement compte des posologies habituelles et maximales qui sont administrées en clinique,
des indications cliniques pour ces différentes molécules et de la référence à des micro-organismes spécifiques. Donc, c'est une CMI, c'est une concentration critique qui est toujours donnée pour un micro-organisme donné. Elle ne peut pas du tout s'appliquer à un autre type d'organisme. Donc, les concentrations critiques sont déterminées et elles sont publiées par différentes agences. Il faut savoir aussi qu'elles sont remises à jour tous les ans. Donc, elles peuvent varier et on ne peut pas se baser non plus sur des recommandations qui datent d'il y a 10 ans, puisque vraiment la littérature à ce sujet évolue vite et on est obligé de la faire évoluer vite, puisque sinon, on se laisse dépasser par les résistances bactériennes. Donc, aux États-Unis et dans une grande partie du monde, le centre qui fait ces références, c'est le Clinical and Laboratory Standard Institute, CLSI, et également la FDA, qui fait une partie des recommandations. Et en Europe, c'est le système ECAST. C'est également le référentiel de base pour les recommandations du comité de l'antibiogramme vétérinaire de la Société française de microbiologie, que nous suivons dans les laboratoires d'analyse vétérinaire. Il y a quelques différences dans les concentrations critiques et les recommandations cliniques en fonction de la zone géographique et en fonction de ces deux référentiels. Donc, quand vous lisez des études américaines, il faut quand même bien faire attention et savoir que les recommandations ne vont pas forcément être 100% identiques. Elles sont très, très proches, mais on peut avoir des différences et c'est normal, c'est qu'on ne parle pas tout à fait du même référentiel. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet en parlant du choix de l'antibiotique. Lorsque vous avez déjà une suspicion de processus bactérien, enfin pathogène bactérien, et que vous devez faire vos choix, on va voir comment faire ces choix. Donc, le choix de l'antibiotique, il va dépendre du spectre antibactérien, bien sûr, de l'activité bactéricide versus bactériostatique, de l'activité temps dépendante ou concentration dépendante, de la synergie et des antagonismes et des effets secondaires. C'est tout des choses qu'on applique tous les jours en pratique et qu'on connaît déjà, mais c'est toujours bon de les rappeler pour comprendre exactement pourquoi on fait telle ou telle chose dans la pratique quotidienne. Donc, le spectre d'activité, il va surtout vous permettre la mise en place d'une antibiothérapie probabiliste avant la réception des résultats de l'antibiogramme, donc il va vous permettre d'agir rapidement. Et je rappelle que la cytologie est très utile puisqu'elle permet de visualiser éventuellement des coques ou des bacilles et déjà d'être proactif et de cibler votre antibiothérapie grâce à ce que vous allez voir sous la lame ou grâce à mes consoeurs cytologistes avec leurs yeux très affûtés qui vont vous diriger déjà pour pouvoir mettre en place une antibiothérapie rapide si besoin. Donc, pour les coques Gram+ aérobie, les principaux antibiotiques actifs vont être toutes les pénicillines, pénicilline G, l'ampicilline, l'amoxicilline, les céphalosporines, les macrolides. Et si vous avez une suspicion de staphylocoque qui présente une pénicillinase, ce qui est malheureusement quasiment toujours le cas maintenant en médecine vétérinaire, évidemment, l'amoxicilline est potentialisée par l'ajout d'acide clavulanique. Pour les bacilles Gram- aérobie, donc les aminoglycosides, l'amoxicilline plus acide clavulanique, le triméthoprim sulfamide, sont les antibiotiques de premier choix administrés et on est autorisé à administrer des fluoroquinolones pour quelques infections sévères en attendant les résultats de l'antibiogramme. Pour les anaérobies, les molécules de choix sont l'amoxicilline plus acide clavulanique, la clindamycine et le métronidazole. La pénicilline G est la plupart du temps aussi active. Et pour les bactéries intracellulaires et atypiques, donc comme les chlamydia, les mycoplasma, les bartonella et borrelia, malheureusement, elles poussent très mal en culture et c'est principalement donc des diagnostics par PCR qui sont effectués. Et les molécules les plus classiquement utilisées et qui présentent pour l'instant assez peu de résistance sont les tétracyclines et les fluoroquinolones. Donc, on va parler ensuite de l'activité bactéricide versus l'activité bactériostatique. L'activité bactéricide cause, comme son nom l'indique, la mort de la bactérie. C'est donc le choix à préférer lorsque l'animal n'est pas capable de répondre normalement, c'est-à-dire quand il présente une immunosuppression ou que le site d'infection ne peut pas être atteint par les défenses naturelles de l'organisme, c'est-à-dire les zones de privilège immunologique. Donc là, vous savez que le système immunitaire va ne servir à rien, il ne va pas aider votre antibiothérapie et donc il faut absolument taper avec des antibiotiques bactéricides. Donc par exemple, ce sont les pénicillines, les fluoroquinolones, les aminoglycosides et les céphalosporines.
Pour les antibiotiques bactériostatiques, eh bien, eux, ils vont inhiber temporairement la multiplication de la bactérie. Si vous regardez dans le petit graphique à droite, si sur l'axe des ordonnées, on a le nombre de colonies de bactéries et sur l'axe des abscisses, le temps en heures, vous pouvez voir que quand on ajoute un antibiotique bactériostatique, c'est le trait noir, la ligne noire, eh bien, en fait, on n'a pas de modification de la croissance. On arrête la croissance, mais on n'a pas d'activité de diminution des colonies. Et il faut savoir que cet effet est totalement réversible à l'arrêt du traitement. Donc, ça implique que la concentration dans le sang et les tissus de l'antibiotique doit absolument rester au-dessus de la concentration minimale inhibitrice pendant toute la durée du traitement. Sinon, évidemment, on a un échec assez rapidement. Et ce sont des antibiotiques qui ne doivent pas être utilisés si l'hôte est immunodéprimé ou en cas d'infection très sévère et aiguë où il faut aller frapper fort tout de suite. Donc, par exemple, dans ces catégories bactériostatiques, vous avez les tétracyclines, le chloramphénicol ou le fluorphénicol et les macrolides. On va ensuite parler de la dépendance au temps ou à la concentration. Pour les antibiotiques temps dépendants, le bon exemple, ce sont les pénicillines ou les céphalosporines. Donc, ce sont des bactéries, ce sont des antibiotiques qui ont un effet bactéricide, mais cet effet bactéricide, il est malheureusement lent. Et donc, les bactéries doivent se multiplier pour que ces antibiotiques soient actifs. Cela implique que les concentrations de ces antibiotiques doivent rester au-dessus de la CMI pendant les intervalles de temps entre chaque administration. Donc, c'est le temps au-dessus de la CMI. Et en plus, non seulement quand vous les administrez, il faut qu'ils restent bien au-dessus de la concentration, mais en plus, ils ont un effet qui est très court. Donc, l'effet post-antibiotique est très court. Ça veut dire que pour ces antibiotiques, et ça vous le savez en pratique, le timing pour les administrations est crucial. Donc, quand vous dites toutes les 12 heures au propriétaire, c'est vraiment toutes les 12 heures. Déjà, au bout de 14-15 heures, on perd une chance pour l'animal. Et donc là, c'est bien résumé par le petit graphique qui montre la concentration de l'antibiotique, la CMI et à droite le temps qui passe. Et du coup, c'est le facteur du coup qu'on regarde dans ces antibiotiques, c'est bien le temps au-dessus de la CMI avec un effet post-antibiotique extrêmement court en grisé. Au contraire, pour les molécules antibiotiques qui ont une activité microbienne concentration dépendante, ce n'est pas le temps au-dessus de la CMI qui va compter, c'est la concentration que vous atteignez au-dessus de la CMI. Donc, c'est ce qu'on appelle la concentration max sur le petit graphique, donc le haut de la courbe. Et pour que les réponses cliniques soient bonnes pour ce type d'antibiotique, eh bien, il faut que le ratio entre la concentration maximale et la CMI soit au maximum. Et du coup, en gros, pour que ces antibiotiques soient bien actifs et au maximum de leur efficacité, il faut que la concentration max soit 10 fois supérieure à la CMI pour leur cible. Donc, ça veut dire que là, c'est pas administrer la moitié du traitement, sinon on court à l'échec aussi. Alors, heureusement, ces antibiotiques ont un effet post-antibiotique assez long. Donc là, la zone grisée sur la courbe à droite au niveau du temps, eh bien, vous voyez qu'elle est beaucoup plus longue que précédemment. Et pour certains antibiotiques avec des activités antimicrobiennes, eh bien, l'activité est mixte entre le temps et la concentration. Et dans ces cas-là, au lieu de regarder la Cmax, eh bien, c'est l'air sous la courbe en gris foncé qui est intéressante, ce qu'on appelle donc area under the curve. Et cet air-là, donc c'est le ratio entre cette valeur d'air sous la courbe et la CMI qui va donner l'activité pour cet antibiotique. Et des exemples d'antibiotiques à activité mixte sont les fluoroquinolones, les tétracyclines ou l'azithromycine, par exemple. Donc, après avoir vu les différents types d'activités, on va parler des synergies et des antagonismes. Si on résume sur les petits graphiques à droite, si vous regardez l'axe des ordonnées avec le log de nombre de bactéries viables, lorsque vous administrez l'antibiotique B en petit pointillé, vous voyez que vous avez un effet bactéricide qui est moyen, on va dire, on diminue de log. Par contre, l'antibiotique A, il ne marche pas du tout. On voit que la multiplication des bactéries continue à se faire, alors que quand vous mettez A plus B ensemble, administrés ensemble, vous avez un effet supérieur à celui de B. Donc, c'est la synergie. Vous avez ensuite le cas de ce qu'on appelle l'indifférence, c'est-à-dire que vous administriez A
ou B ensemble ou tout seul, vous n'avez aucune différence. On reste sur la même activité. Et au contraire, sur le graphique en dessous, vous avez l'antagonisme. Donc, quand vous administrez A, il ne marche toujours pas. Quand vous administrez B, il a une bonne activité, enfin une activité moyenne, enfin il marche quand même. Et quand vous mettez ensemble A plus B, là, vous avez une réduction de l'activité de l'antibiotique B. Donc là, ce n'est pas du tout ce qu'on recherche. Donc, vous connaissez très bien ces combinaisons d'antimicrobiens qui marchent bien ensemble et on va revoir pourquoi elles marchent bien ensemble. Donc, le premier, le très classique, c'est la combinaison d'un inhibiteur de la synthèse de parois bactériennes avec un antibiotique de la famille des aminoglycosides qui, lui, inhibe la synthèse protéique au niveau des ribosomes. Donc, c'est le cas de l'association des pénicillines et des aminoglycosides qu'on va voir en détail sur la diapo suivante. Ensuite, vous avez le classique également, qui est la combinaison d'agents qui agit sur des chemins métaboliques séquentiels. Donc, ça va agir et un petit peu frapper sur les bactéries l'un après l'autre. C'est le cas des sulfamides et triméthoprimes qui bloquent la synthèse des purines et des acides nucléiques. Et vous avez également la combinaison d'agents tout à fait classique pour laquelle une molécule bloque une enzyme qui aurait inactivé l'autre molécule. Par exemple, l'acide clavulanique, qui va inhiber les bêta-lactamases et permettre l'action de l'amoxicilline. Donc ici, je vous ai mis un petit graphique qui résume la synergie au niveau de la cellule bactérienne entre les pénicillines et les aminoglycosides. Donc quand vous administrez les pénicillines toutes seules, elles vont inhiber la synthèse de la membrane bactérienne, donc ça va commencer à fragiliser toutes les bactéries qui ne peuvent plus synthétiser leur membrane bactérienne normalement. Et les aminoglycosides, eux, quand ils sont administrés tout seuls, ils ont du mal à rentrer dans les bactéries, puisque de toute façon, ils doivent atteindre leur cible, qui sont les ribosomes, pour stopper la synthèse protéique, et là, ils ne vont pas pouvoir rentrer correctement. Et donc, du coup, les cellules bactériennes vont être inhibées dans leur croissance, mais elles ne vont pas être tuées directement. Par contre, quand vous administrez pénicilline et aminoglycosides ensemble, les ouvertures qui sont faites dans la membrane fragilisée de la cellule bactérienne va permettre aux aminoglycosides de pénétrer beaucoup plus vite et d'atteindre leur cible. Et ainsi, vous aurez un effet bactéricide beaucoup plus rapide que si vous administriez les deux antibiotiques séparément. Donc, pour l'antagonisme, l'antagonisme, il se produit principalement quand vous administrez des antibiotiques bactériostatiques, comme le chloramphénicol ou les tétracyclines, en même temps que des antibiotiques bactéricides, comme la pénicilline ou les aminoglycosides. Et effectivement, quand on y pense, ce n'est pas des combinaisons d'antibiotiques qu'on fait d'habitude. Et la raison, c'est que l'activité bactéricide, elle requiert une action sur les bactéries en phase de division active. Et donc, si vous utilisez des bactériostatiques qui vont empêcher la division des bactéries, vous empêchez complètement l'activité de l'activité bactéricide, en fait. Donc ici, c'est un graphique tiré d'une publication. Si vous avez sur l'axe des ordonnées le nombre de colonies d'Escherichia coli et que vous voyez cette expérience où de la streptomycine, donc un antibiotique bactéricide en bleu, a été administré, a bien diminué la concentration en Escherichia coli, vous avez, si vous administrez du triméthoprime qui lui est bactériostatique, vous avez la courbe jaune avec une stabilisation de la croissance bactérienne, mais pas d'effet drastique. Et quand vous mettez les deux ensemble, donc streptomycine plus triméthoprime, qui est certes une combinaison pas classique du tout, mais intéressante à regarder, vous voyez que vous allez diminuer l'activité de la streptomycine et vous retrouvez avec cette courbe verte qui n'est pas souhaitable. Donc après, dans ce qui peut également diminuer l'efficacité d'un traitement antibiotique, et on y pense moins parce que les antagonismes, on les connaît, les antagonismes entre antibiotiques, on les connaît bien, mais entre antibiotiques et autres molécules, on les connaît un petit peu moins bien. En fait, on a des interactions qui sont non négligeables. Donc, je vais vous en citer 4. Donc, on peut avoir, par exemple, une incompatibilité chimique qui va inactiver les molécules lorsqu'elles sont administrées ensemble, par exemple les aminoglycosides et les parines, ou la formation de complexes qui vont réduire l'absorption orale. Par exemple, les tétracyclines, si vous mettez un autre médicament qui contient du calcium, du Ca2+, dans son excipient, vous causez un problème d'absorption des tétracyclines. Et c'est pareil pour les fluoroquinolones avec des sels de magnésium ou d'aluminium.
Le pH gastrique est également important et vous avez des modifications qui vont réduire l'absorption intestinale, par exemple l'administration de cimétidine et fluoroquinolone, qui est plus classique. Plus classiquement connu, on va dire. Et vous avez également des molécules qui vont activer le cytochrome P450 et qui vont augmenter l'élimination de certaines molécules. Un exemple, c'est la rifampicine avec la théophiline. C'est pas un exemple qui nous concerne beaucoup en médecine vétérinaire, mais c'est des choses. Tout ce qui peut augmenter le métabolisme va quand même augmenter le catabolisme, va perturber vos concentrations d'antibiotiques au sein de l'organisme et il faut les garder en tête. Donc ensuite, on va aborder les toxicités directes de certains antibiotiques. Elles sont bien connues, mais je les passe en revue quand même. Donc pour les aminoglycosides, l'autotoxicité, la néphrotoxicité, des blocages neuromusculaires. Pour la streptomycine, des vomissements, de la salive, de la salivation, de la taxie et une toxicité vestibulaire. Pour la néomycine, une néphrotoxicité également, hein, comme tous les aminoglycosides. Une surdité, des blocages neuromusculaires. Pour les phénicolés, notamment le chloramphénicol, le fluorphénicol a beaucoup moins d'action délétère. Vous avez l'aplasie médulaire et l'anémie potentiellement fatale. Pour les fluoroquinolones, les problèmes surviennent surtout sur les jeunes animaux en croissance avec une érosion des cartilages. Pénicilline, céphalosporine, les réactions d'hypersensibilité qu'on connaît tous très bien. Pour les sulfamines, des réactions au niveau rénal avec des lésions tubulaires rénales possibles et l'apparition d'une cristallurie. Voilà, donc c'est important, je précise que c'est important de bien marquer si l'animal est sous traitement antibiotique quand vous recherchez des cristaux dans les urines. Ça nous aide en tant que biologiste aussi. Et pour les tétracyclines, on a des dépôts dans les os et les dents des animaux en croissance avec des décolorations et c'est également très irritant en injection locale. Il faut aussi bien garder en tête que, malheureusement, les antibiotiques ont tous des effets sur la flore normale et les antibiotiques sont totalement incapables de différencier entre les bactéries pathogènes et les bonnes bactéries de la flore normale ou du microbiote. Donc, n'importe quel traitement antibiotique va immédiatement avoir des effets sévères sur le microbiote intestinal, mais également sur le microbiote de toutes les muqueuses, donc le poumon, peau, vagin, voilà. Donc ça, c'est des choses qu'on connaît, mais ce qu'on connaît moins, c'est que l'utilisation prolongée d'antibiotiques à spectre large va induire la sélection et la prolifération de bactéries résistantes au sein même de la flore de l'hôte. Et donc, ces bactéries résistantes peuvent ensuite causer des surinfections secondaires chez le même animal ou évidemment chez d'autres animaux. C'est ce qui peut parfois survenir après un traitement et par exemple des infections urinaires à répétition avec des germes multirésistants qui sont causés par des entérobactéries qui ont été sélectionnés par les antibiotiques que l'animal a reçus précédemment. Et donc le petit graphique en bas à droite résume bien ça. En fait, quand vous administrez un traitement antibiotique, vous avez une sélection progressive des souches résistantes, surtout s'il est mal administré, à la fois au site de l'infection, mais également à partir de la flore normale de l'animal et du microbiote normal. Et ces deux types de sélection de bactéries résistantes vont pouvoir causer des infections secondaires à bactéries multirésistantes après coup. Alors là, on a revu vraiment la théorie et on va passer... Ah ben non, j'ai pas fini de revoir la théorie. En fait, moi, je suis déjà passée à la fin. Maintenant, on va aborder, après la molécule antibiotique, on va aborder l'animal malade, l'hôte. Donc l'effet, l'influence de son espèce, de son âge, du système immunitaire, de la nature et de la sévérité de l'infection et de la localisation de l'infection. Donc l'hôte, l'espèce et l'âge, évidemment, ont des effets déterminants dans le succès de vos antibiothérapies. Donc je passerai assez vite puisque c'est des choses qu'on connaît quand même bien. Mais les réponses inattendues aux traitements antibiotiques peuvent survenir chez les nouveau-nés, les très jeunes animaux ou les animaux âgés, notamment parce qu'ils ont une élimination diminuée des molécules antibiotiques. La fonction hépatique est totalement immature chez les nouveau-nés, donc des intoxications peuvent survenir beaucoup plus vite que chez un animal adulte. Et donc, il faut éviter les sulfamides et les phénicolés notamment. Et évidemment, l'espèce et son système digestif, monogastrique ou non, a une influence majeure dans les antibiotiques que vous allez choisir. Mais c'est vrai que tous les confrères qui traitent des lapins, des chevaux ou des cochons d'Inde connaissent bien les contre-indications. Le statut immunitaire de l'hôte, évidemment, joue un rôle clé dans l'élimination des bactéries en combinaison avec le traitement antibiotique.
notamment lorsque des antibiotiques bactériostatiques sont utilisés. Et donc, je le répète, les animaux immunodéprimés doivent être traités avec des antibiotiques bactéricides, sinon ils n'arriveront jamais à se débarrasser de leurs bactéries et vous aurez des rechutes régulières à l'arrêt du traitement. La localisation de l'infection est également très importante, donc qu'elle soit urinaire, respiratoire ou par exemple le liquide cérébrospinal, et le type de lésion. Donc les abcès, les pyogranulomes sont plus difficiles d'accès et vont influencer le choix de l'antibiotique. Et donc il est essentiel de se rappeler, mais vous le savez tous aussi, hein, pourquoi on débride et pourquoi on enlève le pus et les tissus nécrotiques, c'est parce qu'ils empêchent la pénétration au site d'infection. Et du coup, il faut un drainage maximal et un débridement pour que la CMI puisse être atteinte au sein des tissus infectés. Donc, le site de l'infection va déterminer la posologie et la voie d'administration pour obtenir une pénétration et une activité maximale. La modulation de la distribution de l'antibiotique va être influencée par l'hydro- ou la liposolubilité de l'antibiotique, par le pH intra- et extracellulaire, et en très grande partie également, c'est très, très important, par la liaison aux protéines plasmatiques. Et il faut se rappeler qu'il est facile de mesurer la concentration antibiotique plasmatique, mais beaucoup plus difficile de mesurer les concentrations atteintes au site d'infection. Et il y a certains sites d'infection, par exemple la prostate ou le LCR, qui sont beaucoup plus difficiles à atteindre. Donc ici, je vous ai synthétisé les principaux antibiotiques qui ont la meilleure distribution et pénétration en fonction du tissu. Donc pour l'os, ce sont les fluoroquinolones, les lyncosamides, l'acide fusidique, les macrolides. L'acide fusidique peut se mettre en IV, donc on le met, évidemment on ne va pas faire une application topique, mais c'est injectable éventuellement, hein, surtout chez l'homme. Et les macrolides et les métronidazole, le métronidazole. Pour les urines, donc on sait tous qu'il y a une bonne diffusion de l'amoxicilline acide clavulanique, des céphalosporines de première génération, du nitrofurantoïne, des triméthoprim sulfamide, et évidemment des fluoroquinolones, mais qui sont gardés vraiment quand on a l'antibiogramme et quand on n'a plus le choix. Pour le poumon et le tractus respiratoire, l'amoxicilline plus acide clavulanique ont une très bonne pénétration, les aminosides, les macrolides et les fluoroquinolones également en deuxième intention. Voilà. Ensuite, pour la peau, c'est l'amoxicilline plus acide clavulanique, la céphalexine, la clindamycine, les triméthoprim sulfamide. Bien se rappeler pour la clindamycine qu'elle n'est active que contre les coques Gram+. J'ai beaucoup de confrères qui appellent pour demander pourquoi on n'a pas testé la clindamycine alors qu'ils avaient une infection cutanée. Malheureusement, la clindamycine est très peu active sur les bacilles Gram négatifs. Mais en première intention, et on va en parler plus tard, évidemment, c'est un très bon choix pour les infections cutanées puisqu'elles sont principalement liées à des coques Gram+. Donc, en ce qui concerne l'hôte, évidemment, il faut prendre en considération, mais vous le faites dans votre pratique quotidienne, les maladies intercurrentes. Donc, de nombreux antibiotiques sont éliminés par excrétion rénale et une fonction rénale diminuée avec accumulation dans l'organisme et toxicité si la posologie n'est pas adaptée. Donc, il faut utiliser avec précaution les aminoglycosides, certaines pénicillines, la plupart des céphalosporines et les quinolones. Et donc, sans ajustement de posologie basé sur la diminution du débit de filtration glomérulaire qui peut être calculé, vous avez une toxicité des aminoglycosides possible et une neurotoxicité des pénicillines et quinolones. Donc faire attention aux diminutions de filtration glomérulaire. Et vous avez également l'insuffisance hépatique avec des antibiotiques métabolisés dans le foie qui peuvent s'accumuler et être toxiques, donc notamment le chloramphénicol, l'érythromycine, la clarithromycine et certaines quinolones, les tétracyclines quand elles sont administrées à forte dose. Donc en général, on conseille de réduire la posologie pour diminuer la toxicité, mais en pratique, c'est très difficile de mesurer en fait le degré d'insuffisance hépatique d'un animal, et donc de préférence, il vaut mieux changer de famille d'antibiotiques. Donc globalement, pour le rein, on va encore pouvoir ajuster les posologies. Pour l'insuffisance hépatique, c'est beaucoup plus délicat. Voilà. Et après, ça devient vraiment des questions à poser à des spécialistes de médecine interne. Donc, en ce qui concerne la gestation et la lactation, les antibiotiques les plus sûrs sont les pénicillines, les céphalosporines et les macrolides.
Et ceux qu'il faut quand même éviter pendant la gestation sont les aminosides, qui ont une ototoxicité également pour les fœtus en développement, le fluoroquinolone avec l'effet sur les cartilages et les tétracyclines avec la décoloration des dents. Alors maintenant, je vais passer au guide pratique d'antibiothérapie. Donc là, ce sont la synthèse des recommandations à la fois nationales et internationales, dont des consensus qui ont été donnés par l'ISCAID en 2017 pour la pathologie respiratoire. Et donc là, n'étant pas spécialiste en médecine interne, je ne pourrais pas répondre à des questions vraiment très, très spécialisées en médecine interne. Par contre, lors du prochain webinaire, je serai accompagnée par un spécialiste de médecine interne qui, lui, pourra vous donner des indications plus pratiques et plus proches de la clinique. Voilà, moi, malheureusement, je reste dans mon laboratoire et c'est vrai qu'on se forme et évidemment, on est là pour donner un maximum de conseils. Malgré tout, on n'a pas l'expérience terrain de nos spécialistes en médecine interne sur le terrain. Donc, pour les pyodermites, eh bien, les agents bactériens, ça on le sait, par contre, sont causés à quasiment 90% par des Staphylococcus pseudo-intermedius chez le chien. Et chez le chat, on a très souvent des staphylocoques également, mais on peut trouver un petit peu plus de Staphylococcus aureus chez le chat que chez le chien, tout comme chez le cheval d'ailleurs. Donc, pour le diagnostic, eh bien, la détermination de la profondeur de la pyodermite est importante. Et également, je vous incite à faire réaliser des cytologies sur les exsudats épidermiques en parallèle de l'analyse bactériologique, puisque ça apporte une indication souvent très rapide et puis vraiment importante, à savoir si vous avez des coques et des bacilles et comment vous allez vous orienter rapidement. Donc la culture bactériologique et l'antibiogramme ne sont nécessaires que dans les 4 cas suivants, d'après les recommandations internationales. Lorsqu'un traitement antibiotique systémique est requis, lorsque des bacilles ont été observées à la cytologie, ce qui reste quand même relativement rare dans les infections cutanées, lorsqu'on a une absence de réponse aux thérapeutiques topiques et probabilistes, et lorsque de nouvelles lésions se développent alors que l'animal est déjà sous traitement, ou si son état clinique se dégrade fortement. Donc pour la pyodermite de surface, qui compte la dermatite des plis de peau intertrigaux ou la dermatite pyotraumatique principalement, donc les hotspots, donc les recommandations indiquent que les traitements topiques sont en général efficaces quasiment dans tous les cas, donc tonte, nettoyage, désinfection à la chlorhexidine, si les lésions sont de petite taille, ou les shampoings à la chlorhexidine. Pour la pyodermite superficielle, eh bien, c'est en fait une folliculite superficielle, donc une infection des follicules pileux. Il y a très souvent des causes sous-jacentes, donc on n'a pas que les bactéries à la surface de la peau, mais bien sûr quelque chose qui a aggravé le problème, donc l'ectoparasitisme, des hypersensibilisations, l'hypothyroïdie ou l'hypercorticisme. Chez le chat, le plus fréquemment des allergies et le statut FIV, FE élevé. Et il est toujours utile de faire une cytologie sur le contenu des pustules ou sous les croûtes pour effectivement vous guider dans la mise en place du traitement. La plupart du temps, les traitements topiques sont suffisants, donc les mêmes que ceux décrits précédemment, c'est-à-dire les shampoings à la chlorhexidine 2 à 3 fois par semaine. Et on recommande l'application topique d'acide fusidique toutes les 12 heures. Il faut savoir qu'il n'y a quasiment pas de résistance pour l'instant des souches de staphylocoque à l'acide fusidique. Enfin, on croise les doigts et les orteils, mais pour l'instant, c'est vraiment un antibiotique où nous, au laboratoire, on voit très, très, très peu de résistance. Donc, si nécessaire, eh bien, un antibiotique à spectre étroit peut être utilisé en première intention, surtout quand on a vu des coques Gram+, à la cytologie. Donc, la clindamycine en première intention, 11 mg par kilo toutes les 24 heures ou 5,5 mg par kilo toutes les 12 heures. Si ce traitement de première intention reste sans effet, on passe au traitement de deuxième intention, et notamment quand les lésions s'étendent sous traitement. Donc là, il est recommandé trois groupes d'antibiotiques principalement, l'amoxicilline plus acide clavulanique, la céphalexine et les tryptoprime sulfamide qui ont toutes les trois une bonne pénétration des tissus cutanés et voilà, qui ne sont pas des antibiotiques critiques. Et malheureusement, quand on a encore ces pyodermites qui s'aggravent avec l'état général de l'animal qui se dégrade, et si vous avez effectivement la confirmation par l'antibiogramme que vous pouvez l'utiliser, les fluoroquinolones sont votre troisième intention, donc l'enrofloxacine, la marbofloxacine, et la céphomycine, c'est vraiment dans les cas uniquement où vous sentez que le propriétaire ne pourra pas administrer le traitement et où l'observance va être extrêmement difficile.
Donc pour les pyodermites profondes, eh bien ça survient, c'est une furonculose, hein, donc c'est une extension de la folliculite qui survient quand le follicule pileux infecté s'est rompu. Donc c'est une périfolliculite pyogranulomateuse. Et donc là, on a des furoncles en fait. Hein, voilà. Et les granulomes de léchage et la furoculose du menton chez le chat, qui sont quand même très fréquentes, rentrent aussi dans cette catégorie de pyodermite profonde. Le diagnostic, eh bien, il est permis la plupart du temps assez facilement par la combinaison de biopsies du derme, dont une ou plusieurs sont mises dans le formone pour l'analyse histologique, et une autre est mise dans le milieu de transport bactérien pour la culture bactériologique en parallèle. Et donc, c'est vrai que la combinaison du résultat de l'analyse histologique avec la culture bactériologique, dans des sachets distincts, je précise bien, parce qu'on ne veut pas que le formol vienne stériliser la culture bactériologique pendant le transport, mais en tous les cas, c'est la combinaison de votre résultat d'anapathe avec le résultat de culture bactérienne qui va vraiment être très intéressant pour pouvoir soigner l'animal au mieux. Donc, ne pas hésiter à faire des toutes petites biopsies du derme. Et donc, les traitements recommandés sont des traitements topiques, toujours vos shampoings, hein, mais combinés à la clindamycine, à l'amoxicilline plus acide clavulanique ou à la céphalexine. Donc, en dernier type d'infection cutanée tout à fait classique, eh bien, on a la cellulite et les abcès. Donc, la cellulite, c'est une inflammation et une infection qui est tout à fait diffuse, alors que les abcès, évidemment, sont une collection d'exsudats purulents localisés. Les agents bactériens qu'on rencontre, eh bien, ce sont des staphylocoques, des streptocoques bêta-hémolytiques, mais on a quand même des bacilles aussi, hein, des Escherichia coli, des pasteurelles notamment, et notamment après morsure. Et si des nodules et fistules sont visibles, toujours bien garder en tête qu'on peut avoir des bactéries beaucoup plus atypiques, donc les nocardia et les actinomyces, qui sont des bactéries filamenteuses. Et franchement, chez le chat, c'est pas si rare que ça. Et donc, c'est vrai que quand vous avez des nodules, des fistules et des traitements, des infections récidivantes, notamment chez le chat, eh bien, vous pouvez avoir ce type de bactéries. Et évidemment, vous pouvez aussi avoir des mycobactéries. Mais en tous les cas, bien demander la culture aérobie et anaérobie pour ne pas passer à côté des actinomyces. Donc, le diagnostic est donné bien sûr par la cytologie et puis les signes cliniques qui sont en général tout à fait classiques. La bactériologie doit être donc aérobie et anaérobie, comme je vous le disais, pour ne pas passer à côté de bactéries filamenteuses beaucoup plus atypiques. Et donc, vous pouvez faire ces cultures s'il y a une mauvaise réponse au traitement topique, si des fistules sont observées et si l'état général de l'animal est dégradé ou s'il y a une immunodépression qui est connue chez cet animal. L'abcès, eh bien, c'est le traitement local, hein, par drainage et flush qui va être votre première intention. Et l'antibiothérapie en deuxième intention, comme je vous l'ai dit, si l'état général de l'animal se dégrade, s'il existe une extension des lésions importantes, ou également si vous avez l'impression que votre abcès ou votre cellulite implique une articulation, une capsule articulaire, et là, eh bien, il va falloir agir assez vite. Donc, le traitement recommandé est l'amoxicilline plus acide clavulanique ou la clindamycine. Les traitements sont assez court. Sur les recommandations internationales, on est plutôt autour de 5, c'est 5 à 7 jours. Je suis désolée, il y a un petit 7 qui a raté, je vais le corriger tout de suite dès qu'on a fini la présentation. Ensuite, on va passer à la pathologie respiratoire. Donc là, ce sont les recommandations principalement des publications d'un consortium, hein, de l'ISCAID en 2017, et les recommandations de la VAC sont très proches. Donc pour les rhinites, donc les infections du tractus respiratoire haute, bien garder en tête que les rhinites bactériennes primaires sont extrêmement rares. Et donc en général, c'est une rhinite bactérienne, c'est la surinfection d'un processus primaire sous-jacent. Et j'ai beaucoup de confrères qui envoient des écouvillons à répétition sur des rhinites. Et on change d'antibiotique, l'animal est traité pendant très longtemps et c'est vrai qu'il faut rechercher à tout prix la cause primaire et par des PCR, par d'autres examens complémentaires parce que la plupart du temps, c'est pas bactérien. Donc, seules les rhinites aiguës bactériennes doivent être traitées aux antibiotiques selon les recommandations. Ici, c'est les recommandations de la VAC. Donc, les causes primaires connues sont les tumeurs nasales, les rhinites lymphoplasmocytaires, la rhinite virale, évidemment, chez le chat, hein, le coryza en premier lieu, virale, les corps étrangers, l'aspergillose, les fistules oronasales, les malformations congénitales, les rhinites parasitaires et les sinusites chroniques.
Donc, les causes de rhinite aiguë, donc, comme je vous l'ai dit, c'était principalement les rhinites virales. Les rhinites bactériennes sont assez rares et les agents pathogènes sont la plupart du temps Bordetella, Pasteurella et Chlamydophila. Donc, Chlamydophila ne pousse pas en culture classique, donc il faut réaliser des PCR. Enfin, elle pousse difficilement, on va dire que dans les laboratoires d'analyse en routine, elles ne sont pas cultivées. Les corps étrangers, les fistules oronasales. Et toutes les autres causes, donc comme je le disais, doivent faire l'objet d'examens complémentaires, PCR, biopsie plus histologie, imagerie, avec malheureusement parfois la nécessité d'aller jusqu'au scanner. Le traitement probabiliste, c'est la doxycycline en premier lieu ou l'amoxicilline plus acide clavulanique. Ensuite, on va passer à une infection bactérienne ou bactérienne mixte avec infection virale, c'est la trachéobronchite bactérienne. Donc à Bordetella bronchite septica, la toute chenille, classiquement chez le chien. Donc les commémoratifs impliquent en général des contacts avec d'autres chiens, une toux sèche et forte, et plus rarement une hyperthermie, une léthargie et une descente de l'agent pathogène jusqu'au tractus respiratoire profond. Le traitement de première intention, c'est la doxycycline, et en deuxième intention, l'amoxicilline plus acide clavulanique. Donc pendant 7 à 10 jours. Par contre, si la bronchite est vraiment très sévère, maintenant les recommandations internationales autorisent, pas en première intention, mais assez rapidement, si l'état général de l'animal se dégrade, l'association d'amoxicilline ou amoxicilline plus acide clavulanique, plus gentamicine ou enrofloxacine, plus métronidazole, c'est-à-dire une trithérapie qu'on va revoir également pour les piothorax. Donc, il faut toujours revoir l'animal donc après son premier traitement. Et si les symptômes persistent après le traitement de première intention, bien passer vraiment aux examens complémentaires avec la radio et l'endoscopie avec cytologie, bactériologie sur lavage broncho-alvéolaire. Sur cette cytologie, eh bien évidemment, vous pouvez, sur ce liquide de lavage, vous pouvez rajouter des PCR. C'est vraiment la matrice idéale pour rajouter des PCR mycoplasma ou para-influenza-virus ou adénovirus type 2, surtout sur les animaux dont le statut vaccinal est douteux. Il faut garder en tête que l'administration d'une antibiothérapie par nébulisation, donc le traitement par aérosol, n'est plus recommandé en raison du risque élevé de contamination environnementale, y compris de l'opérateur. Donc ensuite, on passe aux infections beaucoup plus profondes du tractus respiratoire profond avec la pneumonie bactérienne. Donc, c'est une inflammation des poumons résultant de l'accumulation de fluides et de leucocytes dans l'espace alvéolaire. Elle est évidemment potentiellement fatale rapidement, comme on le sait tous. Et chez les jeunes animaux, une pneumonie bactérienne primaire est possible. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on va voir chez les chats, les chatons, mais également, c'est fréquent chez les poulains. En revanche, chez les adultes, des conditions sous-jacentes doivent toujours être explorées. Donc, la dysphagie, l'immunosuppression, d'autres causes parasitaires, virales, induites par la fumée ou des produits chimiques. Et pour tout vous dire, j'ai déjà vu quand même plusieurs cas où c'était des animaux, des chiens notamment, qui travaillaient avec leur maître dans un environnement d'atelier, par exemple, où ils respiraient des débris issus du travail d'artisan de leur maître. Donc, c'est pas si exotique que ça, on va dire, comme pathologie. Donc, les agents bactériens les plus fréquents sont Escherichia coli, Pasteurella, Streptococcus, toujours notre Bordetella bronchite septica, les mycoplasmes, les Staphylococcus aequoec+, et les Pseudomonas, c'est beaucoup plus rare, mais évidemment, au vu du profil d'antibiorésistance et de la pathogénicité, un Pseudomonas dans les poumons, et bien c'est une urgence. Donc, l'examen clinique est clé, ainsi que la NFS, les radios thoraciques et toujours la cyto et bactériaux plus antibiogramme sur le LBA. Le traitement probabiliste de première intention, il doit être réalisé le plus tôt possible après la réalisation du prélèvement, surtout si l'animal présente une hyperthermie et une léthargie pouvant indiquer une septicémie possible. Donc, les traitements de première intention sur l'amoxicilline plus acide clavulanique, les céphalosporines, dont on a vu qu'ils avaient une très bonne pénétration dans les poumons, la doxycycline et les sulfamides triméthoprine. Donc, je vous ai parmi les posologies, en gros, c'est les mêmes que précédemment indiquées. Et si on a une suspicion d'anaérobie, par exemple avec une dysphagie ou une suspicion de pneumonie par fausse déglutition, le métronidazole et la clindamycine peuvent être rajoutés par sécurité.
Évidemment, dès que l'antibiogramme est disponible et que l'état de l'animal se dégrade, vous avez l'autorisation d'utiliser l'enrofloxacine, surtout si les symptômes sont très sévères, avant de recevoir votre antibiogramme. La durée du traitement, eh bien, dans les recommandations internationales, ces traitements sont de plus en plus courts, en fait. On est plutôt sur du 10-14 jours que sur les 3 semaines qu'on faisait précédemment et qui étaient recommandées précédemment. Évidemment, c'est l'état de l'animal, la clinique de l'animal qui va guider, mais en tous les cas, c'est 10 à 14 jours minimum. Voilà. Alors ensuite, on va aborder les infections bactériennes pleurales, donc les piothorax qui restent des urgences. Elles sont beaucoup plus fréquentes chez les chats que chez les chiens. Donc chez le chien, on peut avoir une inhalation d'épillets, par exemple, ou des morsures pour des petits chiens. Mais chez le chat, l'étiologie est quasiment systématiquement polymicrobienne et surtout, c'est très très important, elle inclut des anaérobies et donc il faut absolument demander une culture anaérobie en plus de la culture aérobie. Sinon, 3 fois sur 4, je dirais, on va passer à côté de la souche incriminée et votre bactério va revenir stérile alors qu'en fait, on est passé à côté de l'anaérobie. Donc voilà. On peut avoir donc plusieurs causes, notamment la propagation hématogène et lymphatique à partir d'un site de morsure distant chez le chat, une inoculation directe par morsure, traumatisme, trauma chirurgical, mais la morsure de chien sur un chat reste quand même fréquente, et l'extension d'une infection d'un site adjacent, une bronchopneumonie, une rupture œsophagienne, une infection diaphragmatique. Les agents bactériens sont multiples, mais que ce soit chez les chiens ou chez les chats, je vous les ai décrits, ils incluent des anaérobies. Donc le diagnostic, l'examen clinique est en général évocateur, la NFS, l'imagerie et la thoracosynthèse qui est à la fois diagnostique et thérapeutique. Donc on recommande la cytologie et la culture bactériologique en parallèle sur ce liquide pleural. Et le traitement est instauré dès que le prélèvement a été réalisé en attendant les résultats de la cytologie et de l'antibiogramme. Le drainage thérapeutique et le lavage est bien sûr instauré tout de suite. Et l'antibiothérapie de première intention est maintenant autorisée par les recommandations internationales. Et comme je vous le disais précédemment, donc les guidelines internationales autorisent une trithérapie amoxicilline avec ou sans acide clavulanique ou céphalosporine première génération, combinée à de la gentamicine ou des fluoroquinolones, évidemment à revoir des réceptions d'antibiogramme, et rajout de métronidazole pour l'aspect anaérobie. Et la durée du traitement, là, en l'occurrence, est par contre beaucoup plus longue. Et là, les recommandations vraiment internationales, quelles qu'elles soient, sont en faveur d'un traitement long, 4 à 6 semaines, avec évidemment un animal revu très régulièrement à votre clinique. Donc, j'ai fini ma petite présentation. Donc, on passe à 2 petits quiz. Donc, je vais demander à Laetitia de m'aider. Oui, Véronique, excuse-moi, moi, je n'arrive pas, je pense que c'est lié à mon changement de mail, je n'arrive pas à soumettre le quiz. Le sondage. Est-ce que tu peux aller dans sondage, toi, voir si tu peux… Oui, je vais voir. Ah bah oui. Le publier. Donc en fait, voilà, donc le premier quiz concerne les antibiotiques utilisables pendant la gestation chez la chienne. On a plusieurs bonnes réponses possibles. Donc fluoroquinolone en A, macrolide en B, en C, céphalosporine et en D, aminoside. Et donc, je vous rappelle, on a plusieurs bonnes réponses possibles. Moi, je vais répondre parce que sinon, je bloque le système. Est-ce que tu vois, Véronique, les réponses qui s'affichent? Non, je ne vois rien. Est-ce que je ne peux pas soumettre le vote? Non, il dit « Vous pourrez répondre lorsque le sondage sera publié », mais je ne peux pas le publier. Ah, tu ne peux pas le publier non plus. D'accord. Je ne peux pas le publier, en fait. C'est ça le problème. Non, moi non plus, j'y arrive pas. Bon, ça ne marche pas. Du coup, c'est pas grave, on va répondre dans le chat. Attends, j'essaye d'appuyer sur le bouton. Ah bah non, j'ai des nouveaux sondages qui apparaissent qui n'ont rien à voir. Donc, vous pouvez répondre dans le chat ou sinon, du coup, je vais vous donner la réponse. Attends, ils sont en train de répondre dans le chat. Ah oui. Ah bon, vous êtes au top. Désolée, puisqu'on n'a pas notre responsable de com et la pro de l'informatique. Alors, du coup, malheureusement, Laetitia et moi, sortis de
Non, mais je pense que c'est un problème de statut parce que j'ai changé d'identifiant. Je pense que c'est ça le problème. Mais bon, c'est pas grave. Écoute, on a des réponses qui arrivent. Donc, C, C, B et C, B et C. C'est ça. Tout à fait. C encore. C'est macrolide et céphalosporine. Voilà. Les deux autres ont des effets quand même assez notables sur la croissance des fœtus, et notamment les fluoroquinolones et aminosides, autotoxicité et toxicité sur les cartilages. Et le deuxième quiz, cette fois-ci, on va parler de la toute chenille et des trachéobronchites à Bordetella bronchiseptica, parce qu'on en a beaucoup en fait. Finalement, on en isole beaucoup au laboratoire, que ce soit par PCR, mais aussi par culture, puisqu'elles poussent très bien dans les cultures classiques. Et les antibiogrammes sont en général relativement multirésistants. Et donc là, il y a aussi plusieurs choix possibles. Donc on a A, doxycycline péros, B, enrofloxacine sous-cutanée, C, amoxicilline plus acide clavulanique péros. Je n'ai pas parlé des voies d'administration, mais c'est pour qu'on réfléchisse aux voies d'administration également. Et D, gentamicine en nébulisation. Il y a une réponse principale. Je vais aller voir dans le chat, mais oui, ça répond, c'est en train de, voilà, ils sont en train de répondre dans le chat, donc super, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et c'est assez reproductible, je dirais. C'est bon, c'est parfait. On est sur du A ou du A et C. Du A ou du C, voilà. C'est A en première intention, et puis amoxicilline plus acide clavulanique dans un deuxième temps général, mais on peut avoir des résistances progressives des Bordetella bronchiseptica à la doxycycline, donc en gros, en pratique quotidienne, l'amoxicilline plus acide clavulanique est un bon choix. Merci à tous d'avoir participé. Et puis, je voulais remercier Marie Ganter, notre responsable de communication à Nidiag, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui fait un énorme travail pour nous permettre de mettre ces webinaires en place et puis d'avoir un joli site internet et globalement de pouvoir fonctionner. Je remercie Laetitia, qui est toujours présente lors de ces webinaires où parfois on se prend un petit peu des sur l'informatique, mais on s'en sort toujours. Et évidemment, le service de bactériologie à Nidiag, qui font un très gros travail, qui se posent beaucoup de questions sur toutes les bactéries qu'on isole au quotidien. On échange beaucoup et ça coule pas de source non plus au labo. C'est vrai qu'on essaie de travailler sur les souches pertinentes, on essaie de se mettre à jour le plus possible sur toutes les dernières régulations, et ça change beaucoup en ce moment. Donc, je les remercie vraiment pour tout leur travail. Et je vous ai mis les principales références, donc notamment les recommandations internationales sur lesquelles je me suis basée, ainsi que des petits sites internet qui sont accessibles facilement en ligne. Ça vous évite d'aller chercher des publications. Donc, en fait, vous avez les liens internet qui sont indiqués là. Et puis, je vous donne rendez-vous je pense que ça doit être le 24 octobre. Enfin, c'est en octobre. Et là, je serai accompagnée de Mathieu Fauché, qui est un spécialiste de médecine interne, qui a la gentillesse de bien vouloir me seconder. Parce que c'est vrai que quand il y a des questions vraiment de médecine interne et de pratique quotidienne, je peux pas, je suis beaucoup moins calée que lui sur les cas cliniques et sur l'approche pratico-pratique sur le terrain que lui. Moi, c'est vrai qu'on reste malheureusement un petit peu plus dans nos livres et nos recommandations quand on est biologiste. Véronique, il y a eu quelques questions là, pendant ton exposé. Je vais les afficher à l'écran si tu peux y répondre. Oui, bien sûr. Alors, j'ai affiché la première. Donc, c'était une question qui remontait un petit peu. C'était au début du webinaire. Oui. Je ne sais pas si tu la vois affichée. Oui, je la vois. Et donc, du coup, j'espère avoir un petit peu plus répondu à la question dans la fin de mon webinaire. Mais effectivement, la clindamycine est très intéressante, notamment pour les infections cutanées, avec une bonne pénétration. Et même en première intention, votre première ligne antibiotique. Par contre, bien se souvenir qu'elle n'est active quasiment que contre les coques Gram+, et que du coup, si vous avez des bacilles visibles à la cytologie, là, ça va être quasiment l'échec à tous les coups. Donc, c'est là où aller regarder votre petite
pustule entre lame et lamelle et le contenu de ce pustule est très intéressant, ou de l'envoyer à Laetitia pour lui faire du travail supplémentaire, parce qu'elle en manque un peu. Voilà, donc du coup, voilà, la clindamycine, c'est un très très bon antibiotique en première intention, mais un petit peu limité par son spectre. D'ailleurs, à propos de... Alors, je vais terminer la question parce qu'à propos de la clindamycine, on avait une autre question aussi, donc tu as peut-être répondu partiellement, mais est-ce qu'elle a une bonne efficacité sur les anaérobies? Oui, elle a une efficacité sur les anaérobies. L'amoxiclave à double dose sur les anaérobies. Non, mais la clindamycine est utilisable sur les anaérobies et l'amoxicilline plus acide clavulanique aussi. Donc, en gros, en première intention, c'est très bien. C'est assez rare qu'on ait des anaérobies résistantes à ces molécules. Par contre, on a de plus en plus d'anaérobies résistantes au métronidazole. Donc, c'est vrai qu'il y a eu un moment où on mettait beaucoup de métronidazole en première intention, mais on voit des résistances. Donc, dans tous les cas, l'antibiogramme sur une anaérobie, même si c'est beaucoup plus dur à obtenir et surtout plus long, parce qu'elles mettent plus longtemps à pousser, puis pour tout vous dire, c'est un petit peu galère aussi l'antibiogramme anaérobie au laboratoire, parce qu'elles sont un petit peu difficiles, ces souches bactériennes. Et bien malgré tout, c'est quand même toujours utile de faire un antibiogramme sur une anaérobie, si vous voyez des échecs thérapeutiques. Alors, on avait une autre question aussi. Je vais la lire pour le replay, tu sais, ce sera plus simple. Lors de plusieurs conférences de médecine interne, il a été rapidement mentionné que le côté antagoniste systématique des bactéricides bactériostatiques était peut-être à moduler et certaines associations bactériostatiques seraient possibles. Est-ce toujours d'actualité? Oui, ça c'est vraiment là où Mathieu pourrait probablement répondre plus facilement que moi, parce que c'est vrai que moi j'ai pas le retour terrain des spécialistes en médecine interne, mais c'est vrai que là je vous ai présenté la théorie. Après en pratique on se rend compte que des choses théoriques, finalement c'est un peu comme la CMI ou par exemple les concentrations intermédiaires. On était là intermédiaire, il y a quasiment aucun confrère qui l'utilise et pourtant c'est tout à fait utilisable sur le terrain. Donc là, c'est plus probablement Mathieu. Je vais lui adresser la question, du coup, savoir quels sont les... Mais c'est jamais aussi noir et blanc de toute façon que dans les recommandations. Donc je pense qu'il y a des combinaisons d'antibiotiques bactériostatiques et bactéricides qui sont vraisemblablement possibles. Après, c'est vrai que je vais soumettre la question à notre confrère spécialiste en médecine interne. Oui, d'ailleurs, n'hésitez pas du coup à vous connecter à la prochaine session de bactériologie clinique, puisque ça parlera justement de cas cliniques et on aura Mathieu Fauché avec nous, un spécialiste en médecine interne de la clinique Alliance à Bordeaux qui sera là. Oui. Donc, n'hésitez pas à revenir et à lui poser toutes vos questions plus pratiques et un petit peu moins théoriques. Qu'est-ce que je voulais dire ? Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, on a encore un petit peu de temps. Je vous laisse, n'oubliez pas avant de partir de télécharger le support de la présentation, donc c'est dans l'onglet app partage de fichiers. Je vous ai mis aussi un petit lien dans le chat. Si vous pouvez cliquer dessus pour répondre à notre questionnaire de satisfaction. Nous, c'est important pour nous parce que ça nous permet d'évaluer et de nous évaluer et de nous améliorer pour la suite et essayer de vous satisfaire toujours au mieux. Et pour ceux qui n'ont pas pu participer jusqu'au bout ou qui sont déjà partis ou si vous voulez revoir le webinaire, il sera disponible en replay d'ici quelques minutes sans souci. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Véronique, attends, peut-être... le lien pour la conférence suivante. Alors, Anne, le lien, il vous sera envoyé, vous le recevrez par mail. On envoie toujours les liens par mail une semaine à 15 jours avant le début avant la date du webinaire. Il y a une autre question de Guillemette. Oui. Je ne sais pas si je peux la... Attends, terminer, voilà. Je vais te l'afficher. Clindamycine, concentration dépendante, point d'interrogation. Macrolide. Est-ce qu'elle est concentration dépendante, celle-là Non, il ne me semble pas que les macrolides soient concentration dépendante.
Non, non, c'est plus du temps. C'est plus du temps dépendant ou c'est de l'activité mixte, les macrolides. C'est de l'activité mixte. Donc l'air sous la courbe et c'est la combinaison des deux. La combinaison des deux. Alors, attends, il me semble qu'il y avait une autre question, et peut-être qu'on a déjà répondu. Ah, merci, voilà, parfait. De rien, avec plaisir. Mais écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons du coup vous laisser, Véronique et moi, et on vous souhaite donc une bonne fin de journée. Merci à tous pour votre participation. Merci pour vos petits messages dans le chat, ça fait toujours plaisir. Oui, c'était très intéressant a priori, Véronique. Eh ben, merci. Pas si tu as accès. Merci à vous. Enfin, c'est vrai que c'est des notions qui ne sont pas toujours très, 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 très excitantes. Alors, du coup, on essaie de les rendre un peu didactiques. Voilà, super. Bon, merci beaucoup. Merci à tous. Encore à vous. Bonne journée. Merci. Au revoir.